nous choisir pour vous informer, madame, monsieur. Voici pour commencer les titres de votre journal. Les cardinaux de la majorité présidentielle se sont retrouvés ce dimanche autour de leur autorité morale à la ferme présidentielle de Kingakati. D'après Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et leader de la Convention des Congolais Unis, il était question de faire le point sur les enjeux politiques de l'heure, notamment les élections prévues cette année ainsi que le fonctionnement de la MP. Autre titre, avez-vous des informations sur la fameuse affaire de la fosse commune de Maluku? Si oui, le procureur général de la République vous invite à passer le voir personnellement à son office. Ces informations pourront lui permettre d'accélérer les enquêtes. Ceci ressort d'un communiqué officiel parvenu à notre rédaction. Enfin, sensibiliser la population sur les biens fondés du découpage territorial. C'est l'objet de la mission d'itinérance qui a conduit les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur dans le Katonga profond. Évariste Bochab s'est dit satisfait de l'appropriation de ces processus par le Katongais. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTGA World. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très attendu, Kingakati 2 a vécu ce dimanche. Faucon et modéré de la majorité présidentielle étaient de nouveau dans la banlieue de Kinshasa autour de leur autorité morale. Membres du bureau politique, présidents des groupes parlementaires et autres personnalités avaient tous répondu à l'appel, y compris le G7. Les discussions ont tourné essentiellement autour des stratégies à mettre en place pour affronter les élections locales, municipales et urbaines dans la sérénité. Pour Lambert Mende Omalanga, membre du bureau politique de l'AMP, dimanche à Kingakati, les discussions ont été extrêmement instructives et positives sur le fonctionnement de la plateforme qui soutient le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Lambert Mende a été joint au téléphone par notre rédaction. En réalité, il n'y avait pas de linge sale à laver. Le président de la République, le moral de la famille politique, et le président de l'Assemblée, qui est le responsable du bureau politique, ont remis les pendules à l'heure. On a eu des discussions extrêmement instructives et positives sur le fonctionnement de la majorité présidentielle. C'est à ça que nous nous sommes appelés. Tous les membres étaient présents. Un dîner a été offert à la fin. Et donc, les choses se passent correctement. Je ne sais pas pourquoi les gens ont inventé cette histoire de rififi au sein de la majorité et tout ça. Il n'y a rien eu de tel. C'est une famille politique normale qui s'est réunie et qui a discuté des problèmes des élections qui vont avoir lieu en 2015 ou d'autres élections. Nous en discuterons lorsque le moment viendra. Ils étaient là, mais ils ont parlé de la famille politique avec nous. Donc, ceux que vous appelez frondeurs, nous les considérons comme des membres à part entière de la famille. Ils ont droit d'émettre une opinion. Et voilà tout. Il ne faut pas que les gens croient ou fassent croire que dans la famille politique de Kabila, émettre une opinion, c'est un péché. Pas du tout. Je pense qu'ils ont raté leur coffre. Général de la République, Flori Kabange Numbi, invite toute personne qui détiendrait une information pouvant l'aider à accélérer les investigations qu'il mène sur les rumeurs autour de la fosse commune de Maluku à venir là lui communiquer soit directement à son office, soit en contactant le chef du parquet secondaire de Kinkole, les officiers des polices judiciaires de la police nationale congolaise, les inspecteurs des polices judiciaires de l'auditorat général ou tout autre officier du ministère public ou des polices judiciaires de son choix qui la transmettra. Ces communiqués portent la signature du directeur des cabinets du procureur général de la République, Sabwa Kapuku Joseph, avocat général de la République. Mission accomplie pour Évariste Bochab au Katonga. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, a bouclé sa vaste mission d'itinérance et de sensibilisation sur les biens fondés du découpage territorial. Après Nyunzu et Kalemi, c'est Manono qui a constitué la dernière étape de la visite du chef de la territoriale dans les Katonga profonds. Jean-Pierre Kayembe pour les commentaires. Couvert par une chaleur torride, Manono a retenu son souffle. Dans ses petits porteurs, le fief de Laurent Désiré Kabila
reçoit une note de marque, à savoir le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Manono a des allures d'une ville morte. La vie a semblé s'arrêter. C'est une ruée des habitants vers l'aéroport pour accueillir chaleureusement l'envoyé du chef de l'État dans les coins. Personne n'a voulu louper ces moments. La foule est immense et Évariste Bochab est obligé de faire une marche à pied jusqu'au lieu de la manifestation. Jamais Manon n'avait connu pareille ambiance. Dans la délégation du chef de la territoriale se trouve un fils du terroir, Emengoy Mukena. Devant le public enthousiasmé, le ministre de la Défense nationale expliquera le bien fondé du découpage territorial et la cohabitation pacifique entre communautés. Quelques heures plus tard, c'est Évariste Bochab qui passera le même message, mais cette fois-là devant toutes les couches et les forces vives de Manono, réunis pour la circonstance. La police et l'armée qui se trouvent ici sont là pour vous sécuriser, ils sont à votre service. Il n'y aura pas une véritable sécurité tant que vous n'aurez pas intégré, tant que chacun de nous n'aura pas intégré que la police et l'armée sont à notre service. Message compris et applaudi, mais avant de quitter Manono, l'envoyé de Joseph Kabila a remis au nom du gouvernement une importante somme d'argent, question de soulager les besoins des réfugiés de Kiambi et Kambozo. Mission parfaitement accomplie. Bochab Maboudjma bilingue peut donc se frotter les mains. Disons qu'Évariste Bochab est aussi entendu en province orientale pour la même mission, celle de sensibiliser la population sur les biens fondés du découpage territorial, processus salué et soutenu par les étudiants de l'Ituri résidant à Kinshasa. Dans une déclaration radio publique ce week-end, ces étudiants attendent des futurs dirigeants de la province de l'Ituri, des hommes intègres, artisans du développement et de la réconciliation. Suivez. Nous, étudiants, Ituriens et résidents à Kinshasa, nous saluons avec bravoure les découpages territoriaux. De nombreux jeunes à chômage trouveront des emplois, notamment avec la mise en place de nouvelles institutions, cabinet des assemblées provinciales, gouvernement provincial, administration provinciale, administration locale de firmes. Promulguée le 28 février 2015 par le chef de l'État, la loi de programmation déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces est appréciée non seulement par les étudiants ressortissants de l'Ituri, évoluant à Kinshasa, mais aussi par les jeunes de Mandaka, comme partout ailleurs. Les notables originels de l'Ituri, députés, sénateurs, les acteurs de la société civile et étudiants ituriens résidant à Kinshasa saluent cette loi qui couronne une longue lutte de toutes les couches vives de l'Ituri. Nous, étudiants, Ituriens et résidents à Kinshasa, nous ne pouvons clore notre déclaration sans pouvoir donner le profil des gouvernants que nous aimerions dans notre chère province de l'Ituri. Des rassembleurs, des hommes intègres, des hommes sages, des artisans de développement, des hommes qui ont des expériences dans la gestion de la res publica, des réconciliateurs, des hommes qui passent à la promotion des jeunes. Voilà, on reste encore en province orientale pour parler du gouvernement Jean Bamanissa qui vient de connaître un léger remaniement. 2 membres ont quitté l'exécutif provincial, un s'est vu octroyer un nouveau portefeuille. Jean-Claude Souka, ancien directeur de cabinet du gouverneur de la province orientale, a été nommé ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières. Il remplace à ce poste Pierre-Hubert Molisso Nendolo. D'autres détails dans cette correspondance de Dalo Nolongo depuis Kisangani. Remaniement du gouvernement provincial de la province orientale, cela est contenu dans un arrêté signé par Jean Bamanissa Seydi. Ainsi, 2 personnalités font leur entrée.
Il s'agit de l'ingénieur Jaco de Soukalfani, nommé ministre provincial en charge de l'Intérieur, décentralisation, ordre public, affaires coutumières, population et droits humains. Avant la nomination, Jaco de Soukalfani assumait les fonctions de directeur de cabinet de Bamanissa. En outre, le président de la commission socio-culturelle à l'Assemblée provinciale, l'honorable Apassa Madroma et Dieudonné, est nommé ministre provincial en charge des ressources naturelles, mines, hydrocarbures et énergie. Il remplace Paul Diane Douné, qui s'occupera désormais du ministère provincial de l'information, jeunesse, sport et loisirs. Les 8 autres ministres provinciaux gardent leur portefeuille. Il faut noter que 2 membres quittent le gouvernement provincial, à savoir Pierre Hibert Molisonendolo Bolita et Janine Aïwa Aroyo Yokoba. Dans un autre arrêté, le gouverneur Bamanissa nomme Sébastien Balangam Bondé comme son directeur de cabinet. Isangani, Dalon Onorongo, RTGA. On va parler sport à présent avec la Ligue nationale de football. L'ASV Club a été tenu en échec ce dimanche par Lubumbashi Sport sur le score vierge des 0 buts partout. Et Sa Majesté Songa Balende sur la même pelouse du stade Tata Raphaël de la Kétule a battu dans un club Motema Pembe sur les plus petits scores, à savoir 1-0. Rappelons que samedi, les tout-puissants Mazembe a courbé les chines face à Shark 11 par 2-1. Ce match s'inscrivait dans le cadre de la 9e journée de la Linafoot. Dès mercredi prochain, les amoureux du football suivront le match entre l'ASV Club et MK. Sport toujours, la Fédération internationale de football association a rendu public jeudi le classement mondial du mois d'avril. La République démocratique du Congo, notre pays qui était 47e au mois de mars, a régressé de cette place pour occuper la 54e position sur le plan mondial. Cette dégringolade serait due aux mauvais résultats enregistrés par les Léopards lors de leur dernier match joué contre l'Irak. Commentaire Patrick Isobongue Sebokuma. Les 2 défaites enregistrées par les Léopards de la République démocratique du Congo face à l'Irak lors des dernières journées FIFA leur ont coûté cher. 47e au classement mondial du football du mois de mars, la RDC occupe désormais la 54e place FIFA pour ce mois d'avril avec 584 points. Ce classement publié le jeudi 9 avril à Zurich en Suisse fait paraître la RDC devant quelques grands noms africains, notamment les Panthères du Gabon avec 583 points, les Aigles du Mali avec 578 points, les Chipolopolo de la Zambie avec 556 points, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud avec 553 points et les Nzalang National de la Guinée équatoriale avec 549 points. A-t-on pris ces matchs amicaux au sérieux en sachant qu'ils pèseraient dans la publication du classement FIFA? C'est la grande question que l'on doit se poser. Mais une chose est sûre, c'est que les performances des Léopards lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ont encore pesé dans la classification des nations pour ce mois d'avril. Et dans le reste de l'actualité, l'affaire de l'explosion d'un pila au Congo, au Brazzaville, fait encore parler d'elle. Un avocat vient d'initier une plainte contre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour haute trahison, crime de masse et crime contre l'humanité. Des précisions avec notre correspondant à Brazzaville, Roch Bouka. Maître Amédée Bernard Nganga, l'un des nombreux avocats de l'ex-colonel Marcel Tsuru, a présenté à la presse 2 documents portant l'un plainte contre l'humanité et la haute cour de justice pour haute trahison, l'autre requête pour assassinat dans les explosions des casernes de Pila contre M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo en exercice, chef des armées et plusieurs autres personnalités militaires et civiles concernées dans cette affaire. La plainte déposée par M. Marcel Tsuru et les autres se fonde sur les dispositions dont les contenus est ainsi exposé dans l'article 7 de la Constitution du 20 janvier 2002. Pour cela, les requérants sollicitent au Parlement de mettre en accusation pour haute trahison, crime de masse et crime contre l'humanité, violation du domicile devant la haute cour de justice, auteur et complice de faits ainsi décrits. La mise en cause de toute cette personne démontrera que les personnes accusées dans l'affaire du 15 décembre 2013 sont des victimes, que l'auteur du crime contre l'humanité est bel et bien Denis Sassou Nguesso. Ainsi, le Parlement réuni en congrès doit prononcer contre M. Denis Sassou Nguesso l'accusation de haute trahison, de crime de masse, de crime contre l'humanité, d'assassinat et contre les magistrats et officiers
Brazzaville, Roch Bouka pour la RTG. Merci Roch Bouka. Ouvrons à présent la page rétrospective avec tout d'abord cette affaire de la fosse commune de Maluku. Enfin, le gouvernement congolais a fixé l'opinion sur cette question qui défraie la chronique tant sur le plan national qu'international. Cette affaire donc de la fosse commune, tout en récusant les liens entre cette affaire et les événements de 19, 20 et 21 janvier dernier. Le gouvernement s'en remet à la justice qui est déjà à pied d'œuvre pour enquêter sur ce que d'aucuns qualifient de la fosse commune. Richard Chako et Sylvain Bété pour les reportages. L'affaire fait grand bruit et voire les choux gras de certains médias. Il s'agit de ce que d'aucuns qualifient de la fosse commune de Maluku, à Kinshasa, où seraient enterrées 421 personnes. Face à cette polémique, le gouvernement congolais s'est fait le devoir de fixer l'opinion. Pour Lambert Mende, il n'y a donc rien qui puisse autoriser un quelconque lien entre cette affaire et les événements de la mi-janvier, à lui d'ajouter que leur enterrement s'est effectué dans le respect dû aux morts. Il n'y a donc, mesdames, messieurs de la presse, rien qui puisse autoriser un quelconque lien entre cette affaire et les événements des 19, 20, 21 janvier 2015, comme nous l'entendons répéter maintenant par certains. Il s'agit d'une opération tout à fait routinière qui s'effectue régulièrement pour désengorger la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa, qui est le réceptacle de toutes les morgues des hôpitaux publics de cette ville de 11 millions d'habitants. Il y a des gens qui viennent des pays de 5 millions d'habitants et qui nous donnent des leçons sur comment gérer nos indigents. La ville elle-même compte 11 millions d'habitants, mais la capacité de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa ne dépasse pas 400 places. Alors dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on arrive à 427, une capacité de 400, les gens continuent à mourir, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à la société civile, qu'est-ce qu'elle en sait? On va demander aux journalistes X ou Y, au ministre tel en Europe, qu'est-ce que ça veut dire ça? 5. Les corps ont été portés en terre, chacun enveloppé dans un linceul blanc en plastique, conformément, nous a-t-on dit, aux pratiques en vigueur en pareil cas. Ceci intéressera particulièrement les enquêteurs qui sont sur le dossier. Et du côté du gouvernement congolais, la justice doit faire son travail. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits de l'Homme a aussitôt, après la communication des faits par l'hôtel de ville, enjoint le parquet à diligenter sans délai une enquête judiciaire sur cet enterrement collectif. Le ministre de la Justice n'a pas attendu pour cela une pression de qui que ce soit. Personne n'a fait pression sur lui. Dès que le gouvernement a reçu l'information, il a fait agir ses compétences et l'enquête a démarré. Donc des magistrats et experts commis par ces magistrats se sont déployés sur le site. Il s'agit essentiellement de confirmer ou infirmer les faits tels que relatés par les autorités responsables, en examiner la régularité. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a salué la bravoure des FARDC qui ont réussi à déloger les FDLR dans leur milieu, dans le cadre de l'opération Sokola 2. Et puis, après leur investiture par le chef de l'État, les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont été présentés le lundi à l'Assemblée nationale. Nous vous proposons de suivre l'adresse du président de l'Assemblée nationale, Obey Minakou, à ces 9 membres de la CNDH. Suivez. Après cette formalité de présentation, je voudrais, au nom de l'Auguste Assemblée, à celui de son bureau et au mien propre, présenter mes vives et sincères félicitations aux 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Je leur souhaite de poser des actes en tout lieu et circonstance dans l'intérêt supérieur de la nation, conformément à la Constitution, aux lois de la République, spécialement la loi organique sur la Commission nationale des droits de l'homme. Encore une fois, toutes nos félicitations. Dans le chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante a tenu samedi sa réunion ordinaire de l'Assemblée plénière. Cette réunion, qui comportait plusieurs points importants relatifs au processus électoral, a été présidée par M. l'abbé Apollinaire Malou à partir de l'Afrique du Sud, où il est en repos médical. Suivez le compte-rendu de cette réunion avec les rapporteurs adjoints de la CENI, Onésime Koukatoula.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou, a présidé ce samedi 11 avril 2015 en direct par vidéoconférence la réunion ordinaire de l'Assemblée plénière de la CENI. D'entrée de jeu, M. l'abbé Apollinaire Malou a salué l'assistance en rassurant les 10 membres de l'Assemblée plénière présents à Kinshasa que sa santé s'améliore au jour le jour et que son retour au pays est pour bientôt. L'abbé Malou a également annoncé qu'il animera un point de presse la semaine prochaine pour fixer l'opinion nationale sur les enjeux électoraux de l'heure. La réunion de ce samedi a connu la participation du secrétaire exécutif national de la CENI qui, à cette occasion, a fait le point des préparatifs accélérés des opérations de réception et traitement des candidatures en expliquant que la cascade de la formation prend fin ce samedi 11 avril 2015 dans les 26 poules opérationnelles de la CENI et que le déploiement de matériel est en cours pour l'opérationnalisation des bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à dater de ce 15 avril 2015. Il en est de même des outils de sensibilisation tels que le guide du candidat, le guide de l'électeur, les dépliants, les affiches illustrant les différentes étapes à suivre par les candidats. Bien d'autres questions ont été évoquées à cette importante réunion, dont l'arrivée dans les prochains jours à Kinshasa des experts chargés de l'audit externe du fichier électoral. Et puis, plus de 45 000 candidatures sont déjà déposées au siège de CADISEC pour les recrutements du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Rien qu'à Kinshasa, une satisfaction pour les rapporteurs adjoints et les questeurs de la CENI qui ont effectué le vendredi une visite d'évaluation à un jour des clôtures de cette opération. Richard Chako et Yannick Kobilamou. Ils viennent déposer leur candidature au siège du CADISEC dans la commune de la Gombe pour le recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Ces hommes et femmes veulent accompagner le processus électoral en RDC en tant qu'agents de la CENI. Je postule au poste de logisticien d'antenne urbaine. Personnel médical. J'ai au moins 5 ans d'expérience. Depuis que je suis à la maison, je ne travaille pas. C'est pour ça que je me suis présenté ici. Chargé à l'informatique télécommunication. À un jour de la clôture de cette opération, débutée depuis le 26 mars dernier, le rapporteur adjoint et le questeur de la CENI se déclarent satisfaits de l'engouement des personnes désireuses de faire partie de la CENI. Mais nous constatons également qu'il y a eu une forte affluence qui s'explique par le fait que c'est l'avant-dernier jour et par le fait que les gens sont intéressés à la CENI. Après le dépôt des candidatures, il y a d'autres étapes. CADISEC va retenir en ordre utile 1010 meilleurs candidats. Pour le reste, nous avons des agents électoraux temporaires, qui sont d'ailleurs plus nombreux que les permanents. Nous allons recourir, tout en tenant compte des classements en ordre utile, à retenir les meilleurs, disons les meilleurs perdants comme on les appelle. Prendre les meilleurs perdants pour enrichir notre base de données. Vous savez que d'ailleurs le plus grand travail s'est fait au niveau de la base de données, des opérations sur terrain. Rappelons qu'au total, 1010 postes sont à pourvoir sur toute l'étendue de la RDC, dont 91 sièges, 94 au secrétariat exécutif provinciaux et 825 aux antennes. Et dans tout cela, 86 personnes seulement seront retenues à l'issue du recrutement, alors que 45 000 candidatures sont déjà déposées.
Et du côté de la police nationale congolaise, des opérations de collecte des données des policiers retardataires et des remises des cartes de service sont débutées officiellement jeudi. Appuyées par l'Union européenne, ces opérations poursuivent comme finalité de doter la police nationale congolaise d'une base de données fiable. Richard Chakou-Kanengele et Elvis Ndaya pour le commentaire. Cette deuxième phase de l'opération collecte de données des policiers retardataires et de remise de cartes de service qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise vise à moderniser la gestion de ses ressources humaines. Pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise et le délégué de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, cette opération permettra à la police de disposer d'une base de données fiable et verrouillée. La vice-ministre de l'Intérieur, Martine Boukassa, au nom du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a précisé qu'il s'agit là d'une opération qui crédibilise la police. Elle a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à poursuivre la réforme de la police nationale congolaise. Rappelons que cette opération concerne les policiers omis lors des opérations de la première phase, de nouveaux élèves policiers, les démobilisés des groupes armés et les policiers de la police judiciaire. Tout à fait autre chose à présent, sensibiliser les industries sur les mesures prises pour mettre fin au déficit communicationnel, réduire la TVA sur la production industrielle de 16 à 3% pour encourager l'industrie locale et inciter les importateurs à ouvrir des usines. Voilà quelques recommandations formulées à l'issue du premier forum national du développement de l'industrie et du redressement productif. Le ministre de l'Industrie, qui a clôturé les travaux samedi, compte sur l'implication de tous les acteurs en la matière. Neftali Bouamoutala Ousseni et Pamphile Papado pour le reportage. Après 2 jours d'exposés et d'échanges sur les problématiques cruciales de l'industrie nationale dans une formule dynamique permettant l'expansion de l'industrie congolaise, les participants à ces travaux ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles relever le déficit infrastructurel et énergétique, une bonne politique de financement des industries par le gouvernement, une gouvernance des politiques publiques en matière de développement industriel, la modernisation du cadre fiscal et l'adoption du modèle de formation au métier de l'industrie. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a dans son mot de clôture pris l'engagement de relever les défis et a sollicité l'implication de tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux pour arriver à un pays émergent en 2030. La problématique industrielle est effectivement une priorité et une préoccupation qui doit être inscrite comme une priorité dans les politiques publiques au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. La réalité du développement de notre pays repose sur l'engagement volontariste de ceux Congolais. Tous les ingrédients sont réunis pour que le miracle industriel congolais devienne une réalité. Moi, je m'y engage. Et je voudrais que chacun de vous, responsable du secteur privé, croit en ce miracle. C'est une responsabilité. Bien sûr, celle du président de la République en premier, puisqu'il a fixé le cadre très haut. Horizon 2030, République démocratique du Congo, pays émergent. Mais il n'y arrivera pas seul. Chacun de nous doit donner sa contribution. Et j'espère que le Congo pourra compter sur tous ses enfants. Ce premier salon de l'industrie de la RDC, organisé par le ministère de l'Industrie et patronné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, a permis la déclinaison d'une série d'actions concrètes susceptibles d'impulser le processus d'industrialisation et d'aboutir à une économie congolaise diversifiée, productive et compétitive. En bref, le FONADIR a débouché sur la formulation d'une stratégie nationale d'industrialisation. En religion, décédé le 6 avril dernier, Monseigneur Eugène Mokemochuri, évêque auxiliaire émérite de Kinshasa, a été inhumé le vendredi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Bien avant, une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire au stade Tata Raphaël de la Kétule par l'archevêque de Kinshasa, qu'entouraient plusieurs autres évêques. Reportage Léontine Kazamwali, Trésor Ndoya.
Après 2 jours d'hommage à la cathédrale Notre-Dame du Congo, Monseigneur Eugène Moke-Motsuri a été conduit en sa dernière demeure. Bien avant son inhumation, une messe d'action de grâce a été dite en son honneur au stade Tata Raphaël, question d'honorer ce grand patriarche de l'église de Kinshasa. Chrétiens catholiques, personnalités ecclésiastiques, autorités politico-administratives, membres de la famille biologique, amis et connaissances, venus de tous les coins du monde, ont rendu un dernier hommage à ce grand pasteur. L'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, a salué l'œuvre de l'illustre disparu qui s'est consacré corps et âme à la formation de la jeunesse. Homme de foi et de rigueur, d'espérance et de charité, avec le cardinal Maloula, Monseigneur Moke entendait laisser à la jeunesse quinoise en général et au clergé et aux religieuses diocésaines en particulier un héritage d'église. Ils ont voulu tous les deux fonder l'église de Kinshasa. Au stade Tata Raphaël, à la paroisse Saint-Joseph de Matongé, la dépouille de l'illustre disparu a été conduite au caveau où reposera désormais pour l'éternité Eugène Moke-Motsuri. Sa mise en terre s'est effectuée en présence de ses frères dont l'épiscopat, des prêtres, les religieux et les membres de sa famille biologique. Rappelons que Eugène Moke a tiré sa révérence à l'âge de 99 ans. Il a fait ses études au collège Saint-Joseph de Kinshasa. Il fut ordonné prêtre le 9 juin 1946. Il devient évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa le 1er septembre 1970 jusqu'à sa retraite le 11 mai 1991. Que sa vie sur terre demeure un exemple et que ses œuvres soient pérennisées. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Voilà, madame, monsieur, voici l'essentiel à retenir de ce journal. C'est donc le rappel des principaux titres. Les cardinaux de la majorité présidentielle se sont retrouvés ce dimanche autour de leur autorité morale à la ferme présidentielle de Kingakati, d'après Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement et leader de la Convention des Congolais Unis. Il était question de faire le point sur les enjeux politiques de l'heure, notamment les élections prévues cette année, ainsi que le fonctionnement de la majorité présidentielle. Avez-vous des informations sur la fameuse affaire de la fosse commune de Maluku? Si oui, le procureur général de la République vous invite à passer le voir personnellement à son office. Ces informations pourront lui permettre d'accélérer les enquêtes. Ceci ressort d'un communiqué parvenu à notre rédaction. Enfin, sensibiliser la population sur les biens-fondés du découpage territorial, c'est l'objectif de la mission d'itinérance qui a conduit les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur dans le Katanga profond. Évariste Bochab s'est dit satisfait de l'appropriation de ce processus par le Katangais. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, notamment à Matadi dans le Bas-Congo. Au revoir.